structure d'un compte publicitaire en 2025 ne ressemble plus du tout à la structure d'un compte publicitaire de 2024 ou de 2023 pour la bonne raison que Meta nous a mis à disposition, Facebook, des nouveaux outils publicitaires. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter à quoi ressemble une structure qu'on utilise chez nous en agence pour certains clients en fonction de la complexité et du niveau investi. Je suis Benjamin, le cofondateur d'une agence qui s'appelle Ben & Vic, qu'on a investi des dizaines de millions d'euros pour le compte de nos clients, des clients comme Hydratis, Les Secrets de Loli et plein d'autres que vous pouvez aller voir sur le site. Sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Hop, comme ça, vous voyez l'ensemble de ce que je vais faire et je vais prendre la tablette. Comme ça, on va pouvoir faire des schémas en fonction de nos besoins. Donc, dans un premier temps, nous allons voir quelle est cette nouvelle structure de campagne, tout simplement. Ensuite, on va étudier à quoi ça ressemble quand on a une structure qui est plus complexe. Et enfin, on va regarder les KPI qui nous intéressent pour ces différentes campagnes et lesquelles il faut regarder, lesquelles il ne faut pas regarder. Donc, on est parti avec la nouvelle structure. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est cette structure? C'est une structure qui est assez simple. En fait, aujourd'hui, il y a les ASC+, sur Meta, qui est un type de campagne assez automatisé, mais qui permet de faire des choses intéressantes. Cette ASC+, on peut faire certains réglages, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle va faire de l'acquisition et du remarketing. Comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas de campagne de remarketing comme on pouvait souvent l'avoir en fait dans nos campagnes, dans nos structures auparavant. Alors, on l'utilise encore chez Ben & Vic, bien sûr, et on n'utilise pas cette structure-là sur tous les comptes. Mais en fait, cette structure-là, c'est une bonne base pour pas mal de raisons. Donc, dans votre campagne d'ASC+, vous ne pouvez pas mettre en fait de limite sur le remarketing. C'est-à-dire qu'on peut définir une audience et dire qu'il y a un pourcentage qui est d'investissement maximum sur cette audience. Donc l'idée, c'est que souvent on va mettre les clients existants et on va dire qu'on veut 0%, puisque en fait, on n'est pas là pour faire du réachat sur Meta. En tout cas, dans la plupart des cas, ça peut arriver. Dans ces audiences, on peut parfois mettre les audiences de remarketing pour être sûr qu'on ne fait pas du remarketing dans cette campagne. La réalité, c'est qu'on a souvent vu l'acquisition comme un funnel, comme ça. Et en fait, à chaque étape, on faisait, donc là, on faisait du retargeting, là, on faisait de l'acquisition, etc., etc. Et on descendait pour faire acheter les gens. Dans la réalité, c'est beaucoup plus aléatoire. Et en fait, les gens ils vont avoir besoin des points de contact un peu partout sur toutes les plateformes, etc. Et souvent, ils vont finir par acheter sur Google, donc avec une campagne de search. Et du coup, vous allez vous retrouver sur GA4 avec toutes vos ventes qui viennent de Google et de l'organique et pas tant du social. Donc le social est toujours très mal représenté sur les plateformes, sur l'analytique, souvent GA4. Mais la réalité, c'est que demain, vous coupez votre social ads, vous allez évidemment avoir un impact important. Donc, en fait, on va laisser cet ASC+ faire son remarketing. L'idée de ce remarketing, c'est qu'il faut faire attention à ne pas vous retrouver avec en fait tout ce qu'il y a dans les jours vus dans votre fenêtre d'attribution. C'est-à-dire que votre fenêtre d'attribution, elle est en 7 jours clics, 1 jour vu. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on va attribuer les ventes à cette campagne pendant 7 jours après un clic sur la publicité et pendant 24 heures après que la publicité elle ait été vue. Sachant que vous avez moins de 1% en général des gens qui voient la publicité qui vont cliquer dessus. Ici, vous avez 100% des gens qui vont voir la publicité, des impressions, qui vont être pendant 24 heures, qu'on va considérer comme étant attribués à cette campagne. Faites attention avec ce type d'attribution parce qu'en fait, souvent, une grosse partie des ventes, elles viennent de là. Et quand vous avez 50% de ventes de votre campagne qui viennent de la vue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous considérez que des gens qui ont juste vu votre publicité, ils ont acheté grâce à vous et pas un peu, la moitié de vos ventes. Donc ça peut être faussé, c'est pour ça qu'on a des gens qui désactivent en fait le jour vu et qui vont même mettre ici du 1 jour clic. Parfois, ça arrive aussi et c'est pas complètement débile du tout. Au contraire, même si le 7 jours clic, 1 jour vu est le truc le plus utilisé. Bref, vous avez votre campagne d'ASC+, vous avez votre campagne de testing en ABO qui va vous permettre, alors je vais effacer tout ça, qui va vous permettre en fait de tester
vos différentes créas. Le problème, c'est que si vous êtes en ASC+, et que vous mettez des nouvelles créas là-dedans, souvent, en fait, elles vont être tout simplement en concurrence avec des créas qui ont déjà des commentaires, qui ont déjà des likes, etc. Et en fait, elles risquent de ne pas avoir d'investissement dessus. Donc pour tester, on va utiliser une campagne en ABO, ce qui va nous permettre de faire un ad set et de mettre nos créas dedans, donc notre concept avec nos différentes variantes de ce concept, et faire plusieurs concepts, bien évidemment. Vous le savez, la performance publicitaire, perf égale diversité créative, diversité fois le volume. C'est ça le plus important. Et souvent, les gens font du volume, mais ils ne font pas de diversité. Ou sinon, ils font ni l'un ni l'autre. Et évidemment, ils n'ont pas de performance. Donc, diversité créative et volume, on teste nos créas. On mesure les KPI de performance de ces créas-là en fonction de leur objectif de ces créas. Et derrière, celles qui ont des bonnes performances, on pourra les passer dans cette ASC+. C'est un peu comme ça que vous pouvez fonctionner et vous devez fonctionner en 2025 dans votre structure de compte. Si votre structure elle est différente aujourd'hui parce que historiquement vous aviez une structure qui est différente et qui fonctionne, vous n'avez aucun intérêt à la changer, bien sûr. En revanche, je vous encourage à tester ces campagnes-là, d'ASC+. Effectivement, vous pouvez mettre du 0% sur les clients existants parce que ce n'est pas le but. Vous avez le CRM qui est là pour ça, donc tout ce qui est rétention. La rétention est là pour faire acheter les gens qui ont déjà acheté chez vous. Mais en fait, vous êtes là pour acquérir des nouveaux clients. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le remarketing, c'est de l'acquisition. En fait, le but du remarketing, ce n'est pas du réachat. Vous avez les gens qui viennent sur votre site internet, ils repartent sans acheter. Le but du remarketing, c'est de récupérer cette audience-là, de la renvoyer sur le site pour qu'ils sortent par la bonne porte, c'est-à-dire l'achat. Donc c'est ça vraiment le but du remarketing. Donc le remarketing, en fait, c'est une forme d'acquisition, parce que c'est des gens qui n'ont pas encore acheté chez vous. Alors c'est sûr que si vous faites du remarketing de clients déjà existants, évidemment, c'est moins bien. Mon point ici, c'est de dire que, en fait, souvent le remarketing, il est très restrictif dans l'algo. On va mettre des ad sets avec ATC des 7 derniers jours, des 14 derniers jours. Alors tout le monde il fait un peu à sa sauce là, de ce côté-là. Il y en a qui vont vous mettre les gens qui ont vu la page produit, il y en a qui vont mettre etc., etc. Vous avez plein de trucs en général. Et souvent, en fait, ça, on va le contrôler avec la répétition. On va regarder, on ne va pas trop le contrôler à la perf, on va contrôler la répétition. Il y en a qui le contrôlent à la perf et souvent ils vont couper les trucs qui perfent pas bien et ça va faire déperfer tout le reste. En fait, on va plutôt contrôler la répétition là-dessus. On va se dire, ok, sur les 7 derniers jours, combien de fois les gens qui ont fait des ATC ont vu ma publicité? Si en fait il la voit 3 fois en 7 jours, vu le nombre de points de contact qu'il faut avant de passer à l'achat, ça ne fonctionne pas évidemment. Donc on va essayer d'aller augmenter le budget ici ou réduire la fenêtre sur laquelle on essaye de cibler pour aller avoir une répétition qui est plus élevée sur soit la campagne au global, soit les ad sets entre les ad sets les uns en fonction des autres. Là, en fait, la SC+, elle va faire ce travail toute seule. Et elle va le faire avec le bon niveau d'intention et par type de personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aller beaucoup sur le site, qui hésite à acheter, etc., il va être beaucoup plus retargeté que quelqu'un qui y va que quelques fois, en fonction de l'intent, de la typologie de personne, etc. Chose que vous ne faites pas du tout ici. C'est-à-dire que tous les gens qui ont fait un ATC dans les 7 derniers jours, peu importe leur typologie, vous allez un peu les retargeter de la même façon, dans les grandes lignes. Alors que la SC va les targeter de manière différente en fonction des points de contact, de leur profil, etc. etc. C'est là où c'est intéressant. Donc ce setup, il permet quand même d'optimiser dans une certaine mesure en fait la structure de vos campagnes. Ce n'est pas celui qui offre le plus de contrôle et de granularité, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien et en plus qui est scalable. Et avoir une structure qui est scalable, c'est quand même très important. Là où en fait, si vous commencez à faire, donc souvent en fait, on avait une campagne CBO. Alors il y en a qui préféraient CBO, il y en a qui préféraient les ABO. Donc on se retrouvait avec ABO acquisition, CBO acquisition. On se retrouvait avec du remarketing. On se retrouvait avec certains avec du middle of funnel. Il y en a qui faisaient middle top, bottom funnel, up, bottom funnel. Et en fait, on se retrouvait avec 50 000 campagnes. C'est insuivable la performance, c'est le bordel complet. Les exclusions d'audience, elles sont faites n'importe comment, souvent entre les autres. C'est ce que je vous dis que je vois dans les audits des comptes. Évidemment, ce n'est pas forcément votre cas. Mais en fait, on n'exclut pas les acheteurs correctement de toutes ces campagnes. Du coup, on se retrouve à faire du réachat dans ces campagnes. Alors ça, on se retrouvera un peu toujours malheureusement. Parce que ce n'est pas parfait au niveau des exclusions, mais il y a quand même des méthodes qui permettent de le limiter au maximum. Mon point, c'est de dire qu'une structure comme ça, elle est plus simple à comprendre
et plus simple à scaler. Et en fait, vous avez plus de leverage à faire ça et à passer moins de temps à changer la structure de vos comptes tous les 4 matins et à capitaliser en fait sur l'algo ici et l'apprentissage au niveau de cette campagne, parce que l'apprentissage se fait au niveau de la campagne, que diluer votre investissement dans 50 campagnes différentes. C'est une méthode, honnêtement, ce n'est pas forcément celle-là qu'on utilise toujours, même pas en majorité, ce n'est pas celle-ci qu'on utilise, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, est une bonne base saine et qui vous permet de scaler. Ensuite, nous allons passer à la structure qui est plus complexe. Alors, cette structure, à quoi elle sert? C'est ce qu'on appelle les structures de catégorie management. Donc, catégorie ou product, catég, je ne vais pas écrire en entier, management. Hop. Donc, en fait, cette structure-là, elle a pour but, quand vous avez plusieurs produits ou plusieurs catégories de produits qui n'ont pas les mêmes objectifs, sur lesquels vous n'avez pas les mêmes marges, les paniers moyens sont complètement différents, en fait, vous avez tout intérêt à faire du catégorie management. Ça vous permet de gérer le budget au niveau de ces campagnes-là et de dire, OK, catégorie 1, j'ai tant d'investissements, catégorie 2, j'ai tant d'investissements. Alors là, vous pouvez les mettre en ASC+, aussi, c'est pas ASC+, c'est pas un problème, mais le point, en fait, il n'est pas sur le type de campagne ici, mais il est plutôt sur la structure. En fait, du coup, ici, vous allez mettre que des créas de la catégorie 1. Et donc, vous savez que tous les gens qui sont, tout ce trafic, il va sur un seul produit. Et là, même chose ici, tout ce trafic ici qui arrive ici, il va sur un seul produit. Donc, toutes vos créas qui sont là envoient au même endroit, ou en tout cas sur le même produit, on essaye de vendre la même chose. Ça va vous permettre de mesurer la performance d'un produit versus un autre et de aussi mesurer le budget que vous allez investir sur un produit versus un autre. Alors que si vous faites une seule ASC ici et que vous mettez toutes les créas dedans, ben l'ASC elle a quand même tendance de manière globale à investir plus sur une créa. Souvent, il y a une créa qui prend une grosse partie de l'invest ou 2 ou 3 créas qui prennent une grosse partie de l'invest et le reste est un peu réparti, dilué sur les autres créas. Parce que souvent, en fait, on a une créa qui fonctionne mieux ou qui a plus de potentiel de scale qu'une autre. Ici, vous allez avoir beaucoup plus de contrôle parce qu'en fait, on va rajouter de la granularité. Et la granularité, je ne vais pas l'écrire en entier non plus, la granularité, elle permet d'ajouter du contrôle. Et en fait, le contrôle, c'est ce qui vous permet, donc ça vous fait plus de travail évidemment à gérer, mais si vous avez une agence, c'est leur problème. Ça vous permet d'avoir plus de contrôle au niveau du budget, au niveau de la visibilité de la performance, etc. Donc c'est très intéressant. Pareil ici, je vous conseille grosso modo de jamais recibler vos clients existants parce qu'en fait, c'est quand même plus simple de faire racheter un client existant s'il était satisfait via un mail, du SMS, du WhatsApp, etc., que leur refaire des pubs. Vous pouvez toujours faire une campagne dédiée à vos clients existants si vous le souhaitez, ce n'est pas du tout le problème. Mais globalement, c'est quand même pas le but de l'acquisition de la publicité. Le but, c'est d'aller recruter des nouveaux clients et le but du CRM, c'est de faire de la rétention. Ensuite, vous pouvez avoir votre campagne de remarketing à côté si vous le souhaitez. C'est toujours une option. Vous pouvez, ici, en fait, dans tous les cas, il va y avoir du remarketing qui va se faire de manière automatique, sauf si vous mettez dans votre base de clients existants que vous excluez à 0%, vous mettez aussi vos audiences de remarketing. Mais globalement, normalement, ça se fait directement ici. Et vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, avoir une campagne de remarketing à côté si ça vous paraît pertinent. Mais en fait, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez avoir plusieurs campagnes pour plusieurs types de produits ou de catégories. Et derrière, vous allez pouvoir faire votre gestion au niveau des campagnes directement. C'est là tout l'avantage de ce setup-là. Enfin, si on regarde les différents... Ah mince, désolé, j'ai rapetissé la fenêtre. Si on regarde un petit peu les différents KPI qu'on va voir, donc ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a 3 étapes. Vous allez avoir les KPI plateforme, vous allez avoir les KPI qui sont entre la plateforme et votre site, et vous allez avoir vos KPI site. Sur la plateforme, en fait, il faut se rappeler quand même que la publicité, c'est de l'achat média. On achète des clics. Donc, il y a des clics qui sont plus engagés que d'autres, on va le voir. Mais grosso modo, on montre la publicité à des gens qui sont sur leur téléphone et on leur demande d'aller sur le site internet. Les KPI qui sont souvent regardés, ça va être le ROS, le CPA. Et en fait, ces KPI-là, plus vous allez investir, moins ils vont être pertinents et ils vont être fiables. Donc, en général, plus ça va, moins on les regarde. Et on va regarder des KPI qui sont plus globales, comme le CAC-NC par exemple. CAC-NC, donc coût d'acquisition, nouveaux clients.
au global en fait, et pas juste sur la plateforme. Ce que vous devez juger ici sur la plateforme, c'est dans quelle mesure vous arrivez à générer du clic qui est en fait un qualifié, mais ça on le verra après, et deux à un coût raisonnable. Donc ce que vous voulez voir, c'est votre CPC. Votre CPC, il est composé de quoi? Il est composé de votre CPM et de votre CTR, donc de votre taux de clic. Ça, c'est votre CPC. C'est difficile de jouer sur le CPM, même si c'est faisable. C'est plus simple de jouer sur le CTR. Votre CTR, il est composé de quoi? Il est composé donc votre taux de clic, c'est votre hook rate. Combien de personnes vous allez... donc ça, c'est pour les vidéos en l'occurrence. Mais vous pouvez regarder votre hook rate et votre hold rate dessus. Donc hook rate, c'est combien de personnes vous regardez au moins 3 secondes de votre vidéo sur le nombre d'impressions que vous allez avoir. Et le but, c'est évidemment de générer un clic à la fin. Ça, c'est un peu la base bête et méchante. Vous allez aussi avoir votre click-to-purchase ratio, CTPR, qui va vous permettre de regarder en fait entre le clic, entre ici la plateforme, entre ici la plateforme et ici le website, quel est votre taux de conversion entre ces deux points-là. C'est votre conversion rate, mais depuis le clic. C'est pour ça que c'est click-to-purchase ratio. Ça, ce sont des KPI qui sont intéressants, qui sont plateformes, qui sont fiables, donc sauf le CTPR, celui-là entre parenthèses. Mais le CPC il sera toujours juste, votre CPM sera toujours juste, votre CTR sera toujours juste, votre hook rate sera toujours juste. Tous les autres KPI plateformes que vous avez regardés qui ne se passent pas sur la plateforme, donc en l'occurrence sur le site internet, ils sont beaucoup moins fiables. Mais quand je vous dis beaucoup moins fiables, c'est que vraiment, en fait, si vous optimisez sur ces KPI-là, vous allez avoir quand même, vous risquez d'avoir quand même des problématiques. Quand vous avez envoyé votre trafic sur votre site internet, entre les deux, vous allez perdre du trafic. Donc, on peut regarder le taux de pénétration. Le taux de pénétration, c'est le nombre de clics sur le nombre de page view, de landing page view. Donc, combien de gens, LP view, vont, après avoir cliqué, voir la landing page. Alors, attention, là, si vous avez un CMP, un truc qui permet de gérer les cookies, vous risquez de perdre de la data là-dessus. Mais en fait, vous avez des gens qui vont se perdre, en fait dans ce flow parce que votre site il est trop lent, parce que leur connexion internet elle est pourrie, etc., etc. Souvent c'est parce que le site il est trop lent. Donc pour voir si votre site est trop lent, vous faites clic droit, inspecter, Lighthouse et vous regardez sur la landing page quel est votre score de performance, pas votre score SEO, votre score de performance. Donc celui qui est à gauche, vous verrez il y a 3 scores, c'est celui qui est à gauche. L'impact du temps de chargement sur le taux de conversion, il est énorme. Je vous le dis, c'est assez fou. Et donc, faites très attention à ça. Et ensuite, on va voir les KPI de website. Donc, on va avoir le nombre d'ajouts panier, on va avoir le nombre d'achats, on va avoir l'engagement, qui est très important. Et donc, on va pouvoir déterminer le coût par session engagée. On va pouvoir déterminer le coût par ATC. On va pouvoir déterminer le CAC global, donc le coût par achat. On va pouvoir déterminer l'ATC to purchase ratio, etc., etc. Tous ces KPI-là, on ne va pas les regarder sur la plateforme. On pourrait les regarder sur la plateforme avec les KPI que la plateforme vous remonte, que Meta vous remonte. Mais en fait, la problématique de ces KPI-là, c'est que si on les regarde sur la plateforme, en fait, il y a un biais. Et il y a notamment le biais du 7 jours clic, 1 jour vu, même si, oui, vous pouvez être qu'en 7 jours clic ou même en 1 jour clic, vous avez quand même des biais qui sont là-dedans. Donc en fait, on sait que nos données, elles ne sont pas parfaites, mais on veut regarder les tendances. Et donc pour ça, on va utiliser des données donc de Shopify. Alors je ne sais pas en fonction de votre CMS, mais nous, la plupart de nos clients sont sur Shopify. Et de GA4 qui nous permet de voir le nombre de sessions engagées. Même si GA4, il va toujours sous-représenter le social ads, en fait, on peut quand même voir l'évolution. Donc, vous allez, je ne sais pas moi, disons que vous avez 15% de votre trafic social ads que vous avez envoyé qui est catégorisé comme tel dans GA4. Ben, vous pouvez quand même regarder votre coût par session engagée et l'évolution de celui-ci. C'est-à-dire que GA4 ne va pas s'amuser un jour à représenter beaucoup plus en fait votre social ads sans raison. En fait, il sera toujours aussi mal représenté. Et donc, on peut regarder la tendance d'évolution du coût par session engagée des gens de Meta.
Le point, c'est de dire que si vous augmentez votre investissement et que le coût par session engagée, il explose, il y a un souci. Si votre coût par session engagée reste stable, oui, vous allez avoir probablement un CAC global qui va augmenter, votre CAC New Client global, mais c'est parce qu'en fait, vous avez les autres leviers qui n'augmentent pas de la même manière. Et en fait, le social, ça coûte cher. Donc, c'est évidemment très important de suivre ces différents KPI-là de votre côté pour juger la performance de votre campagne et de suivre ça de manière assez globale. En fait, si vous suivez de manière micro les KPI que vous avez sur les plateformes, vous ne vous en sortirez pas. C'est la raison pour laquelle on utilise de plus en plus ce type de setup. Alors, ce n'est pas encore le truc le plus déployé chez nous, hein, je vous l'avoue, mais on essaye de challenger les différents setups qu'on a avec ce type-là de setup. Et c'est pas mauvais, franchement. C'est pas mauvais, ça se scale bien. En fait, on peut avoir des comptes qui dépensent 20, 30, 40K par mois avec ce genre de setup-là. Après, souvent, quand on commence à investir plus, en fait, on se retrouve dans des marques qui sont un peu plus développées et qui ont besoin de ce genre de setup. Donc, c'est un peu plus complexe, mais ça permet quand même de gérer de la performance. Ça va être utile typiquement quand on a une marque comme Linvoge, qui est client de l'agence, en l'occurrence de Ben Vic, donc on gère leur acquisition. Bah, eux, par exemple, ils font du linge ils font du linge de maison. Ils vont faire des serviettes, des draps, il y a de l'art de la table. En fait, c'est pas potentiellement, on ne veut pas investir autant sur ces différentes catégories. Alors ça peut être fait aussi au niveau du produit, mais globalement, on ne veut pas investir autant sur ces différentes catégories et on n'a peut-être pas les mêmes marges aussi sur ces différentes catégories, ce qui fait que au niveau de la gestion et du pilotage, c'est plus compliqué. Précision quand même pour le fait de dire qu'on s'en fiche un peu des KPI plateformes, c'est pas tout à fait vrai. C'est ce qui va vous permettre, en fait, elles sont aussi mal traquées et aussi pas fiables entre toutes les campagnes et entre toutes les créas. Donc c'est ce qui vous permet de dire, ok, cette créa fonctionne mieux que celle-là, etc., etc. Mais en fait, ces KPI-là, si vous les regardez comme si c'était la vérité de dire, ok, ça me coûte tant de faire un achat, c'est probablement faux parce qu'en fait, les gens, quand ils vont venir sur votre site via la pub, ils vont se balader, ils vont aller vous voir sur TikTok, vous suivre sur Insta, revenir, nanana, et en fait, ça se trouve, ils vont acheter depuis Insta, la vente ne sera pas traquée. Ça se trouve, il y a des gens, ils vous suivent sur Insta depuis un an, ils ont des publicités. Le jour où ils achètent, s'ils avaient vu une publicité, ça passe dans vos 24 heures vues, donc dans votre jour vu, 7 jours clics, un jour vu, et ça passe là-dedans. Et en fait, c'est pas grâce à la publicité, c'est grâce au travail du community manager. Bref, ça, c'est trop complexe aujourd'hui, ce funnel, pour dire que la performance vient de là ou pas de là. Ce qu'on peut dire de manière sûre, c'est on a acheté tant de sessions, voici le niveau d'engagement de ces sessions-là qu'on a achetées. Et maintenant, on a généré tant de chiffre d'affaires au global. C'est ça qu'on veut voir. Quand j'augmente de X% mon budget, comment est réparti mon trafic? Donc, je regarde mes canaux de trafic. Est-ce que Meta augmente ou pas? Si Meta augmente et que le coût par session engagée, sur ce que j'ai dépensé en publicité versus le nombre de sessions engagées que j'ai eu sur ce canal, comment évolue mon coût par session engagée? Est-ce qu'il évolue à la hausse ou est-ce qu'il arrive à rester stable? Donc, ça veut dire que j'achète plus de trafic, mais qu'il est tout autant engagé. Sauf que, comme je vous disais tout à l'heure, si vous regardez votre CAC NC global, donc là, vous avez tout votre trafic. Il y a, je sais pas moi, Meta, ça représente ça. Ça, c'est Meta. Derrière, vous avez, je sais pas moi, l'organique ici. Vous avez, je sais pas quel truc, etc., etc. En fait, si on augmente le budget ici et que tout ça, ça reste pareil, et que vous calculez votre CAC NC en disant l'organique, ça me coûte 0, en fait, vous allez prendre les dépenses de ça, de Meta, je sais pas, Google, etc. Et derrière, vous allez diviser, donc vous allez diviser par le nombre de nouveaux clients. Sauf que si vous augmentez l'invest, du coup, la part, le nombre de nouveaux clients, si je me mets sur une autre couleur, le nombre de nouveaux clients qui vient d'ailleurs, dont vous ne prenez pas les coûts en compte, ici, donc tout ça de Camembert, vous ne prenez pas ces coûts-là en compte, forcément, vous allez dépenser plus, même si vous avez fait plus de nouveaux clients. En fait, votre CAC NC, il va augmenter. Et du coup, vous allez dire, ah ouais, mais quand j'augmente mon budget, mon CAC NC, il augmente. Oui, d'accord. C'est parce que vous ne comptez pas les investissements que vous avez fait sur le SEO et c'est pas lissé, par exemple, ou sur le CM, etc. etc. Donc c'est normal que ce CAC NCI monte parce que ça se trouve, la méta, ça représente que 40% de vos ventes. Et tout le reste, vous ne prenez pas les coûts en compte, vous regardez que les coûts de méta. Donc forcément, si vous augmentez le budget sur méta, en fait, votre CAC NC ici va être, je sais pas moi, disons des conneries, à 30 euros.
avec tous les nouveaux clients. Et la réalité, c'est que votre CAC New Client de Meta, il est peut-être à 60 euros. Et donc, quand vous augmentez la part de nouveaux clients qui vous coûtent 60 balles versus celle qui vous coûte 30 parce que celle-là, elle ne bouge pas, bah forcément, votre CAC New Client, il augmente. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper, c'est-à-dire qu'il faut le faire plus intelligemment. Et en fait, c'est juste que votre moyenne de CAC New Client, elle est à 30 euros, mais la réalité, c'est que Meta, elle est à 60. Donc l'idée, c'est comment on travaille avec ce CAC New Client là. Et c'est pas, en fait, c'est pour ça que souvent on entend dire, ouais, mais dès que j'augmente le budget, ça déconne au niveau des perfs. Alors, ça peut arriver, mais souvent, en fait, c'est juste ce phénomène-là qui se passe. Et en fait, vous payez le même prix avant et après. Et pour le vérifier, c'est ce que je vous disais juste avant, vous regardez votre coût par session engagée, en fait. Est-ce que mon trafic est toujours qualifié, celui que j'envoie, et est-ce qu'il me coûte le même prix ou pas? Si ça dévisse, c'est que vous avez un souci. Si ça ne dévisse pas, c'est normal, alors tout va bien. C'est juste qu'effectivement, votre CAC-NC va augmenter. Votre CAC-NC va augmenter parce que vous ne mesurez pas les coûts des autres canaux et que les autres canaux, ils n'augmentent pas. Et du coup, vous allez avoir cette sensation-là. Donc faites attention dans votre pilotage et dans votre structure des campagnes à ne pas surinterpréter ces choses-là. Voilà, écoutez, si vous avez une autre approche de ça et de cette typologie de structure, je suis hyper preneur. N'hésitez pas à partager ça avec moi. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci.